Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans Capsule, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Clémence, aujourd'hui ce n'est pas Audrey qui vous parle. On est en compagnie de Pépite. Pourquoi Pépite ? C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui puisqu'on va parler d'étudiants entrepreneurs. Est-ce que Alexandra, tu pourrais te présenter et nous présenter un peu plus Pépite ? Alors, donc je m'appelle Alexandra, je suis la responsable de Pépite depuis quelques années et en fait on fête nos 10 ans. Aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Pépite, c'est quoi ? Pépite, c'est un statut qui permet aux étudiants, pendant leurs études ou après leurs études, d'être accompagnés dans un projet entrepreneurial ou dans une idée qu'ils ont envie de développer. Donc, comme je disais, on fête nos 10 ans et aujourd'hui, on avait envie de retracer un peu qu'est-ce qu'ils étaient devenus depuis qu'ils sont passés chez nous, qu'est-ce que ça leur a apporté. Enfin, voilà, c'était de savoir, aujourd'hui, en 2024, qui ils sont. Super. Donc, on va interviewer quelques-uns d'entre eux, des anciens et des personnes qui sont actuellement étudiants entrepreneurs. Et on commence du coup avec le premier étudiant entrepreneur. Est-ce que tu peux nous le présenter rapidement avant qu'il se présente ? Alors, il s'appelle Pierre-Manuel Péchette. C'est un de mes anciens étudiants entrepreneurs. Ça faisait partie de mes tout premiers bébés. On est partis tous les deux au Canada faire dans un salon qui s'appelait le WAC, qui était un salon dédié au numérique, parce qu'en fait, il avait un projet autour du numérique à la base. Et puis maintenant, il a eu un beau parcours de vie, mais qu'il va vous raconter comme un grand. Du coup, Pierre-Emmanuel, enchanté. Enchanté, de même. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus qui en est, ton parcours et d'où tu viens ? Alors c'est assez particulier parce que j'ai eu un parcours universitaire particulier, j'ai eu plusieurs vies. J'ai commencé par une licence STAPS, donc en sport, que j'ai abandonnée à la fin de la première année, parce que je voulais faire une licence professionnalisante et travailler au plus vite. Au final, j'ai fait 8 ans d'études derrière, donc pas du tout, rien à voir. J'ai fait un DUT HSE, donc dans hygiène, sécurité et environnement, et la seule chose qui me plaisait, c'était la gestion d'entreprise. Donc j'ai fait une licence pro, gestion d'entreprise, entrepreneuriat, où j'ai rencontré mes 2 associés de l'époque. Et à la fin de la licence, on a mangé au restaurant et on s'est dit, vous vous souvenez de ce projet qu'on avait fait en cours de marketing ? Est-ce qu'on en fait quelque chose ? Allez, banco. Et les premiers interlocuteurs, ça a été le Pépite automatiquement, puisque la chef de filière de la licence professionnelle entrepreneuriat était Nathalie Lamette, qui est aujourd'hui directrice de l'IUT de Corse, et qui était responsable du pôle Pépite. Donc elle nous a redirigés vers le Pépite, et on a fait partie de cette première génération de pôle Pépite qui était surtout des startups sur le numérique. Il y avait notamment Icar Technologies. Parce que c'était il y a combien de temps du coup ? C'était en 2015. On a commencé en septembre 2015. Donc le projet n'a pas marché, on n'a pas assez travaillé surtout pour le lancer. On avait des bonnes pistes. Grâce au pôle Pépite, on est allé au Québec, on est allé à Paris, à la BPI. Moi, j'ai fait une finale de pitch nationale à Bobino, à Paris. Donc, plein d'expériences. Au final, ça n'a pas marché. On était peut-être trop jeunes et pas assez entreprenants, justement. Donc, on s'est séparés en bons amis. On est toujours amis. Et chacun a suivi sa voie. Il y en a un qui est chef d'entreprise, qui est spécialisé dans les réparations électromagnétiques et dans la seconde vie. L'autre qui est directeur d'une agence d'assurance et moi qui suis journaliste. Ok. Et du coup, avant de nous expliquer pourquoi tu en es arrivé au journalisme, qu'est-ce que Pépite t'a apporté ? Déjà un état d'esprit, c'est-à-dire de toujours être en mouvement, de toujours s'intéresser à tout, d'avoir une veille et surtout d'être ouvert d'esprit pour améliorer ses idées. Et de ne pas céder à la panique. Si on se réveille à 4h du matin avec des idées, c'est pas grave si on appelle son associé, lui non plus ne dort pas. Et si on céder à la panique parce que si les choses ne marchent pas, c'est pas grave. Parce que on rebondira. 100 fois elles vont pas marcher et la 101e elle va peut-être marcher. Moins bien qu'on ne le pense, mais ça va ouvrir des portes. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait que d'étudiant entrepreneur, tu es passé journaliste ? Parce que j'ai eu 1000 vies, parce que pendant que j'ai essayé de monter cette entreprise, j'ai été pion. J'ai fait de la musique pendant 10 ans, un peu plus, à un certain niveau professionnel.
Et en même temps, je tentais de monter cette entreprise. J'ai été quelques mois professeur d'économie et de droit. Je suis parti vivre à l'étranger au Canada. Et quand je suis revenu en 2020, au début du Covid, s'est ouvert le diplôme de journalisme entre l'Université de Corse et l'ESJ Pro de Montpellier, qui était l'annexe de l'ESJ de Lille. Donc j'ai postulé, j'ai été pris, j'ai fait mon alternance entre Bastia et Montpellier pendant 2 ans. Et en 2024, j'en suis toujours là. Mais j'ai toujours l'âme d'entrepreneur parce que j'ai toujours des idées. Demander. Après, et l'entrepreneuriat dans tout ça. J'ai toujours 50 idées. Le problème, c'est que quand on est journaliste, on n'a pas de temps. Ouais. Mais peut-être qu'un jour. Peut-être. Ouais. Peut-être qu'il faut transmettre ses idées. Peut-être qu'il faut les concrétiser. Les concrétiser, c'est sûr. Ce serait préférable quand même de trouver le temps. Ok, génial. Et du coup, pour un futur étudiant entrepreneur ou quelqu'un qui se cherche un peu, est-ce que tu aurais un conseil à donner ? C'est d'abord de considérer que si on échoue ou si on réussit, c'est à 99,99% de notre faute ou grâce à nous. Okay. Ça. Si on est, quand quelque chose échoue, c'est pas la faute du pôle pépite qui nous a pas accompagnés, c'est pas la faute des employés qui travaillent mal, c'est pas la faute du contexte qui n'est pas bon. C'est parce qu'on n'a pas su pivoter, parce qu'on n'a pas su transformer notre idée, parce qu'on n'a pas su être assez motivé, assez compétent peut-être, et se remettre en question. Et quand on réussit, c'est parce qu'on a su créer notre chance, aller voir les bonnes personnes, s'intéresser à ce qu'il fallait, comprendre les opportunités, les tendances et foncer au bon moment. Okay. Et surtout, ne pas s'arrêter quand on échoue. Ouais. Donc il y a une forme de capacité d'adaptation, je vais réussir à le dire, qui est quand même hyper importante en tant qu'entrepreneur et même dans la vie au quotidien. Un entrepreneur, même un être humain qui ne sait pas échouer, c'est quelqu'un qui réussira jamais. Ok. Simplement. Bon, écoute, c'est très intéressant. Merci beaucoup pour ton intervention. Je t'en prie. Et on espère que tous tes projets se concrétiseront quand même. Ça, pour l'instant, ça va bien. Petit à petit. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, on passe à la suite. Yes. Alors, là, il s'appelle Pierre. Il arrive de ces montagnes. Et Pierre, il m'a marqué il y a quelques années parce qu'il avait un projet. Il y croyait tellement. Et moi, j'avais tellement l'impression que les portes se fermaient les unes après les autres et qu'il n'y avait que lui qui y croyait en son projet. Et j'ai toujours dit de lui que si ça n'avait pas été ça, ça aurait été forcément autre chose. Parce qu'à un moment donné, quand on a envie, comme le disait Pierre-Emmanuel, quand on a envie et qu'on s'en donne les moyens, on y arrive. Donc il s'appelle Pierre Ridolfi. Très bien. Ravi Pierre de te rencontrer. Ravi aussi de te rencontrer. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, il y a combien de temps tu étais étudiant entrepreneur et quel est ton parcours ? Alors, ça c'est un peu compliqué à expliquer. Voilà, étudiant entrepreneur, si je dis pas de bêtises, donc comme j'ai terminé la fac en 2018, j'ai été de 2016 à 2018 pour faire mon master sciences de la formation et de la communication. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais en fait le premier étudiant en pôle pépite, si je dis pas de bêtises, à suivre un cursus normal. Un cursus, le patient zéro. Voilà, j'étais le patient zéro par rapport à ça. Mais après, si je dois raconter mon parcours, c'est assez compliqué parce que j'ai commencé en 2010, moi, la fac. J'ai d'abord été à l'IUT en service et réseau de communication. Feu, service et réseau de communication, parce que maintenant, c'est métier du multimédia et de l'Internet. J'ai dû recommencer à zéro en sciences de l'information et de la communication. D'accord ? Et en fait, j'ai toujours travaillé, moi, à côté. Je suis caméraman, je filme les matchs de foot qu'il y a. Je suis parti à l'international, Brésil, Canada, France, Russie, etc. Et en fait, mon projet était de créer un espace de coworking dans un milieu rural, sur ma commune, donc à Spelonca, à 600 mètres d'altitude, dans un village de 300 habitants. Et donc, je suis arrivé avec ce projet-là, je dirais, au pôle Pépite. Et donc, j'ai évolué dans l'idée. L'idée m'est venue... d'abord, le nom Imagina m'est venu un peu comme PM. Donc, c'était véritablement en cours, en deuxième année, où j'avais fait un devoir de com et j'avais trouvé le nom Imagina, véritablement pour une boîte de com. Et on avait imaginé donc véritablement une structure pour un devoir. On faisait un devoir on doit créer la com de quelqu'un, d'une entreprise. Et donc j'avais dit, nous on est cette boîte de com là, et cette boîte de com elle est basée à Spelonca. Voilà.
le 3 mai 2016, j'ai l'idée de créer un espace de coworking à Speloncat parce qu'il y avait Bastia Coworking à l'époque. Donc des gens qui étaient revenus, donc des freelances qui avaient voyagé, même en Australie, etc., sur le continent, et qui ont décidé donc, de recommencer à travailler. Donc ils ont appelé ça Back to Paez et revenir au pays, véritablement, donc à Bastia. Moi j'ai dit, je vais faire le vrai Back to Paez et vraiment revenir au village. Et donc je commence à peaufiner l'idée, les portes se fermaient au début parce que quand tu arrives et que tu dis que tu vas créer un espace de coworking dans un village, tu te dis ouais c'est bien, ouais, très bien. Allez. Et en plus moi c'était un projet d'entreprise, mais en fait je voulais faire quelque chose. Je savais pas si c'était vraiment mon entreprise et tout ça. Et puis de toute façon excusez-moi le terme, je m'en foutais un peu parce qu'en fait je travaillais déjà. Moi. J'étais déjà caméraman, graphiste, community manager, etc. Donc j'arrive. T'avais le temps de créer du coup un nouveau projet là dans tout ça. Oui, mais en fait j'ai pas qu'une casquette, j'en ai beaucoup. J'étais à Corse Matin moi aussi, etc. Donc bref. Et donc j'arrive avec ce projet-là. Et au final, à l'heure actuelle, ce coworking ne m'appartient absolument pas, il m'a jamais appartenu. En fait, ce coworking, je l'ai offert à ma commune. C'est un coworking municipal gérant d'association. Je suis le président de l'association, mais en fait, je l'ai offert à la commune parce que je suis arrivé avec ce projet-là. Et en décembre 2016, il est arrivé le ministre à l'époque donc, de la cohésion des territoires, qui s'appelait le ministre Baillet. Donc c'est juste qu'il m'a marqué, je ne connais pas tous les noms de tous les ministres, d'accord ? Mais il est venu à Speloncat, et donc lui, il ouvrait des coworking à l'époque. Et on avait dit, il faut véritablement qu'on ouvre ce coworking au village. Le maire a suivi. Super. On n'a pas eu de subvention pour ça, c'est parce que le ministre est venu, ça a fait juste le déclencheur par rapport à la municipalité. Et en fait, on est véritablement dans un espace, une maison qui a été récupérée, qui était une ruine en plus. En bas, il y a la salle polyvalente et au-dessus, on a fait l'espace de coworking. On a ouvert donc, le 1er novembre 2018. On a fêté les 6 ans, là. Et à l'heure actuelle, donc on est plus d'une dizaine. On a su passer les deux épisodes de Covid, se réadapter parce que maintenant on a véritablement insonorisé l'endroit. On a fait une cabine insonorisée pour répondre à tout ce qui est les problématiques de call, etc. Et en plus maintenant on a quelqu'un en CDI qui s'occupe de ça. Donc on a un emploi en CDI à mi-temps. Parce que moi pendant 4 ans j'ai géré gratuitement, bénévolement sur mon temps. Le problème, enfin c'est pas le problème, mais c'est que moi à côté ma boîte, je suis passé d'auto-entrepreneur à embaucher quelqu'un et maintenant on est 8 dans l'entreprise. Donc ce qui fait que je n'avais absolument plus le temps de pouvoir m'occuper de l'espace et on a tellement bien réussi, on a été suivi après un moment donné par l'État parce qu'on n'a pas attendu qu'on nous aide et donc au bout d'un moment ils ont récupéré le train en marche plutôt et donc maintenant on a un espace avec plus d'une dizaine de personnes à l'année. On répond véritablement à un besoin l'été, les gens ils viennent de Calvi, enfin on est le seul, je dirais, espace de coworking en Balagne. Et puis surtout, malheureusement, on en a plusieurs, je dirais des espaces de coworking en Corse. Et surtout, il y a eu des réussites, il y en a qui sont toujours présents. On en a beaucoup qui sont fermés aussi. Et surtout, il y a eu beaucoup d'espaces de coworking qui, je dirais, ont à chaque fois une structure complètement différente. À qui c'est le coworking de l'université, à qui c'est une association, mais dans un privé, c'était le cas de Bastia Coworking. Moi, c'est un espace, je dirais, communal, géré par une association dans un village de 300 habitants à 600 mètres d'altitude. On est le seul en France comme ça. Je dirais, voilà, donc maintenant, l'espace fonctionne très bien. Et ça crée une attractivité territoriale quand même qui est énorme. Complètement, mais après, l'endroit était complètement logique parce que le village, on l'a pas rendu vivant, il était déjà vivant. Mais en fait, c'est pas un village terminus, il y a beaucoup de villages, je dirais, dans le Piémont balanin, des villages en balcon, où en fait on ne fait que passer. Il faut monter au village et quand on arrive au village, on repart. Et en fait, nous, on est complètement ouvert sur une autre vallée, qui est la vallée du Djunsagne. Donc en fait, le village, les gens montent. Nous, on a un village en nid d'aigle, un peu comme Pigne, à Saint-Antonine. Mais tout est vraiment regroupé sur la place du village. Nous, on est juste derrière, je dirais, la place. Et donc en fait, il y avait déjà une activité. Nous, quand on a ouvert, il y a eu un déclic. Il y a eu un déclenchement. Pile à ce même moment, il y a eu une personne qui a récupéré le bar de son père. Elle y travaillait déjà. Elle a dit, moi, je vais faire de la restauration à l'année. Mais comme il y avait le coworking qui avait besoin de manger, ça l'a aidé. Bon, maintenant, si elle ferme, autant nous on ferme derrière. Mais ça a créé une activité. Après, il y a eu une épicerie solidaire qui s'est créée. Maintenant, c'est une épicerie fine. Ça a fait un effet boule de neige, quoi. C'est ça, okay. Complètement. Génial. Véritablement. Nous, la petite histoire, la petite fierté qu'on a eue à un moment donné, c'est entre les deux Covid, on a eu un trader de Londres qui était là. Incroyable. Donc, c'est-à-dire qu'on a eu carrément un type qui vendait des actions et tout le reste. Ça a fait l'activité au village, parce que tout le monde venait le regarder. Il avait des grands écrans de partout, il avait des sons qui sortaient droite à gauche, mais on disait que c'était un peu ça le coworking, véritablement. Voilà. Okay. Il faut me dire stop, parce qu'après je parle beaucoup. Non, moi. Le moment où on met la pièce, après. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est un bon communicant. Pépite dans tout ça. Parce qu'on a parlé de ton coworking, mais à quel moment Pépite est arrivé dans ta vie et comment ça t'a accompagné ?
Pépite, en fait, ça m'a juste dit non, mais c'est à toi le truc. C'est que je suis quelqu'un qui n'aime pas me mettre en avant. Je fais les choses, je suis quelqu'un d'ombre, je suis on peut dire une locomotive, j'attaque, je fais. Mais en fait, Pépite, elle a dit non, maintenant tu vas passer devant. Mais ils sont arrivés à quel moment du projet juste? Et ben, en fait, directement juste après, moi quand j'ai eu l'idée, je l'ai appelé. Mais directement quand j'ai eu l'idée, je t'ai envoyé le mail, je crois en mai, directement. En même temps, je crois qu'en juin, il y avait le DU journalisme, le premier qui s'ouvrait. Moi, je pouvais pas le faire parce que je filmais l'Euro 2016. À Marseille et Nice, et donc j'ai fait directement donc, le pôle Pépite, et directement Alexandra et toute l'équipe qu'il y avait à l'époque, et j'en oublie sûrement, c'était tu vas aux réunions, tu vas te faire un réseau, maintenant il faut parler, il faut dire, et même à un moment donné, pour la petite histoire, c'est parmi tous les échecs qu'elle disait ou les portes qui se fermaient, à un moment donné on ouvre et on voit Calvi Coworking qui se crée. Voilà, et là on dit c'est bon, c'est mort. Et elle me dit non mais là maintenant tu annonces à tout le monde que tu le fais, cet espace de coworking. Et en fait, c'est à un moment donné, elle te dit non, mais tu n'as pas besoin d'avoir pour l'être. Donc tous les projets, d'abord, ils sont à toi, donc vas-y. Et donc en fait, c'est ces capacités, comme a dit PM juste avant, oui, parce que nous, on ne dit pas tout le prénom en entier, on dit PM, ça va plus vite. Et donc en fait, Pépite, c'est vraiment ça. Ça veut dire que en fait, ça t'apprend la résilience, véritablement. Ça veut dire que tu auras le temps d'analyser pourquoi, comment ça s'est passé et tout. Mais c'est le truc maintenant, soit quelqu'un d'action, soit dans l'action. Et aussi autre chose, ça t'apprend aussi que l'échec c'est bien. Parce qu'en fait c'est un truc qu'on n'a pas du tout dans notre culture, qu'elle soit française ou corse. L'échec c'est la chose qu'il y a de mieux, si tu arrives bien entendu à te relever, d'accord. Mais à côté de ça, c'est un autre truc qu'on n'a pas encore, c'est savoir faire un réseau. Ça veut dire se montrer, dire aux gens et aller voir les gens. Et c'est véritablement se rencontrer, dire ce que l'on fait, parce que ce qu'il faut savoir dans l'entrepreneuriat, c'est que tu apprendras toujours de n'importe qui. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'école pour l'entrepreneuriat. Entrepreneur, savoir gérer les personnels, savoir gérer les finances, savoir gérer les banquiers, savoir gérer les clients. C'est 400 métiers à la fois. C'est 400 métiers à la fois. Et à côté de ça, en plus, tu as ta vie privée que tu dois gérer. Peut-être tes passions, etc. Et donc, on ne t'apprend pas à ça. Donc, même un artisan, etc., n'importe quel métier, alors que tu n'as rien à voir avec eux, les gens, ils vont te dire, moi, j'ai géré comme ça ce problème, etc., etc. Donc, c'est vraiment de l'échange. Apprendre de l'autre, savoir être résilient et aimer l'échec. Parce qu'en fait, malheureusement, tu n'apprends qu'avec ça, comme on l'a appris dans la vie de tous les jours. Mais c'est de l'accepter. Après, c'est sûr, il y a des échecs qui sont plus lourds que d'autres. Ah bah oui. Mais après, c'est vraiment ça. Et donc Pépite a fait ce réseau et m'a donné cette confiance pour dire non mais tu peux le faire, tu vas le faire. Et même si t'échoues, c'est pas grave, tu rebondiras quoi qu'il arrive. C'est un voilà, peu ce que tu disais tout à l'heure du coup. Complètement. On était accompagnés, c'est-à-dire qu'on avait des intervenants qui venaient au pôle Pépite qui étaient des pointures. Je pense à Marie Maestracci qui travaillait à Paris, où exactement, à la Bourse, non ? Oui, à la Bourse, oui, c'est une ancienne... elle aidait les entreprises à monter au 440 en fait. Donc en fait, voilà. C'est vrai qu'on s'est très vite au pôle Pépite entouré, mais parce qu'ils y ont cru aussi, on s'est très vite entouré de gens qui donnaient de leur temps et qui venaient accompagner les étudiants entrepreneurs. En plus, si je peux me permettre, je crois qu'on était l'une des premières facs à avoir le pôle Pépite. Ouais. Je veux dire, c'est ça. Dans toutes les facs c'est ça, en fait, nous on fête nos 10 ans cette année, mais très peu de pépites en France ont 10 ans. Mais aussi parce que l'université a rebondi très vite lorsque ce projet est sorti au côté ministère en disant ok, nous ça nous intéresse. Mais c'est pas surprenant. Parce que le territoire de la Corse, en fait que le salariat, il n'y en a pas beaucoup. Et que quand tu es une université et que tu formes jusqu'au master ou au doctorat, à un moment donné, il faut aussi les aider à créer leur propre business, en fait. Ça ouvre des nouvelles portes pour les étudiants. Complètement. Et en fait, tu te dis, l'entrepreneuriat, ça en fait partie aussi. Donc, en fait, c'est logique. Il y avait, je pense que si on doit qualifier le Pépite Corse, c'est que c'était un pépite populaire. Parce qu'on avait des étudiants qui voulaient faire des choses sur leur territoire. On aurait très bien pu partir à Paris, à New York, faire ça. Autrement, ça aurait été beaucoup plus facile même. Et on s'est tous dit, non, on va rester là parce que c'était vraiment les startups, le coworking, c'était quelque chose de nouveau. On va rester ici pour créer des choses qui n'existent pas. On avait des intervenants qui avaient fait des grandes carrières qui venaient nous aider. On avait des experts comptables d'Oscaro, quoi. Ah oui. C'était pas n'importe quoi. Ah ouais. Qui venaient, qui nous aidaient, qui donnaient de leur temps parce qu'ils croyaient en cette dynamique. Et on avait justement l'encadrement de Pépite qui se bougeait pour nous faire monter à Paris, à la BPI, nous, les petits entrepreneurs corses, face à des types... Non mais c'est un soutien en or, franchement. Si on a eu véritablement un côté militant, je dirais, dans le sens où tout le monde a décidé, a cru dans ce projet, a pris son temps, avait vraiment quelque chose, même nous, dans l'idée d'au lieu de partir, on reste là, on va faire quelque chose, mais surtout la fac aussi
y a cru. Ça a été en même temps que le Fab Lab et tout le reste. Bien entendu, il y avait l'histoire des startups et tout, mais c'est à un moment donné, on va croire dans le plus petit des projets des étudiants. Véritablement, ça a été véritablement ça. Donc c'est là où ça a été impressionnant. Et toutes les personnes avec, je dirais, cette expérience-là qui viennent de l'étranger, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais on a un catalogue, un portefeuille, je dirais, un carnet de contacts énorme en Corse. Je dirais, on le sait tous qu'il y a des Corses de partout. Et ben en fait, ils jouaient tous le jeu volontiers pour la force de la diaspora. Ouais, je dirais, exactement. et ça a été ça véritablement le succès. Et je dirais même que, tu vois, c'était aussi un des premiers pépites à assumer le fait que c'est pas parce qu'on était dans une université qu'il fallait qu'on fasse des projets de fou. Tu vois, une jeune qui avait envie d'ouvrir un magasin de chaussures, feu. Enfin, je veux dire, c'était il n'y a tout pas de aussi petits projets. Exactement. Et ça, la fac l'a très très vite assumé en fait. Donc en fait, ces étudiants avaient cette liberté de se dire, je peux aussi partir sur un projet qui mais pas forcément en corrélation mes compétences que j'ai eues à l'université, mais qui sont aussi peut-être ce que j'aime et ce que j'ai envie de développer parce que c'est ma passion. Et du coup, c'est vrai qu'on est parti on avait des projets qui n'avaient rien à voir les uns ou les autres. Et il y a un truc aussi qui a vraiment fait du bien à ces projets, c'est que tous les étudiants pépites, c'était une vraie famille. C'est-à-dire qu'ils partageaient leurs échecs, ce qui allait, leurs contacts. Enfin, vraiment, tu sentais que là, par contre... c'était au-delà d'un réseau. Complètement. Quoi. Et ça, c'est toujours ça. Au bout de 10 ans, Pépite, c'est toujours ça. L'idée, c'est vraiment que le lieu où il est très important parce que on les incite à venir, à parler ensemble, à boire un café autour d'un café. En fait, ils ont résolu très souvent des trucs énormes. Et puis il n'y a pas cette chose, vous m'arrêtez si je me trompe, mais où en tant qu'entrepreneur, quand on finit nos études, moi j'ai fait une école de commerce, on veut entreprendre, j'étais à Paris, mais pour autant il y a quelque chose de beaucoup plus large où on a tellement de possibilités devant nous, tellement de personnes possibles de nous aider que c'est encore plus dur de s'entourer, alors que là il y a quelque chose où, ok, on est sur nos territoires, notre objectif c'est de faire rayonner nos compétences et on le soutient dans ce projet quoi qu'il arrive, que ce soit d'un point de vue universitaire, d'un point de vue étudiant, on a le même, on va dire le même objectif quoi. On n'était pas seuls. Ouais, c'est tout ça. Simplement. C'est ça. Et quoi qu'il arrive dans votre évolution, ça vous fait un réseau, mais même pas un réseau juste professionnel avec, bon, je vais pas rentrer dans des détails et dans des mots obscènes, mais c'est pas que du faux quoi. C'est un vrai réseau et il y a une vraie collaboration, une vraie envie d'aider l'autre à chaque fois. Oui, parce qu'on avait tous des compétences diverses et quand on se retrouvait à l'époque au coworking du Palazzo, c'était tiens, tu en es où ? Toi, tu as fait quoi ? Ton plan de com ? Toi, tu as fait un logo ? Bon, ben, je jette un œil. Qu'est-ce que tu en penses ? Comment je peux t'aider, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Ouais. Okay. Puis surtout, il y a toujours eu cet effet famille, bienveillant. Je dirais, on se voyait. Après, grâce au réseau, on restait en contact, etc. Il y avait un port d'attache qui était le Palazzo, véritablement. Et à un moment donné, on s'y retrouvait tous, tout le temps. Et en plus, Alexandra et les autres faisaient toujours ce travail de mettre en relation, mettre en lien tout le monde. Et je dirais, donc il y a toujours eu... il y avait vraiment au-dessus de la famille. Voilà, c'était vraiment ce lien, on est tous sortis. Je dirais un peu comme, quand on sort d'une promo ici, même à la fac, on n'a pas ce lien qu'on a comme quand on a été pépite. Véritablement pépite, on a vraiment ce truc, j'ai été pépite à la fac et donc il y a ce lien, voilà, l'identité quoi. Véritablement. C'est un peu comme la confrérie étudiante américaine. Ouais, c'est ça. Sauf que c'est pas une secte. Exactement. Bon, encore aujourd'hui, des fois, on s'appelle entre anciens pépites. Bah, je pense à Christian, Florent et tout ça. On s'appelle et eux, ils sont soit salariés, soit ils ont des entreprises. Et on s'appelle, tiens, je vais monter tel projet, qu'est-ce que tu en penses ? Tu as des contacts et... C'est génial. Et nous aussi, nous à Pépite, on sait qu'on a notre petit carnet d'adresses de nos anciens en disant, tiens, on a ça, est-ce que ce truc, tiens, on le sait. Ça, c'est énorme. C'est incroyable parce qu'on sait très bien qu'une des difficultés principales d'un entrepreneur, c'est la solitude et le fait de savoir bien s'entourer. Parce que si on ne sait pas s'entourer, si on n'arrive pas à s'entourer correctement, un projet, il peut vite tomber à l'eau. Et tu sais, je ne sais pas si tu connais cet effet maintenant qui commence à arriver en France, c'est le mastermind. Donc où tu as tous les chefs d'entreprise et les grands chefs d'entreprise qui sont souvent seuls, qui se réunissent, tout ça et tout. Je vais pas dire que Pépite fait ça parce qu'on n'est pas des grands chefs d'entreprise et tout le reste. Non, mais c'est similaire. similaire. C'est dans le même territoire, par contre, il est énorme. On a vraiment ça et on a été vraiment à l'avant-garde, je dirais, de beaucoup de territoires. Oui, complètement, parce que derrière, il y a des choses qui se sont développées. Là, il y a les cafés business à Ajaccio qui se sont développés. Il y a plein de choses derrière qui se développent. Parce que ça a un peu montré cet exemple de ok, il y a les étudiants entrepreneurs qui montrent des choses et peut-être que même c'est parti d'eux, on sait même pas, enfin je ne saurais même pas expliquer, mais il y a quelque chose de on réseaute, on se laisse pas tomber et si on peut s'aider les uns les autres, on est là quoi.
Donc, sacrée fierté quand même. Oui. Ouais, mais vraiment, enfin, moi, je peux dire qu'au bout de 10 ans, ma plus belle fierté, c'est eux, quoi. C'est vrai, parce que je trouve que la Corse, elle ne passera des étapes que si on a des gens qui ont envie de faire des choses. Et on ne peut pas toujours... il faut qu'on fasse de notre handicap d'être une petite île, d'être justement de cette force. C'est qu'en un coup de fil, on arrive à répondre à un problème ou à répondre à la question qu'on se pose. Et ça, c'est énorme. Ça change tout. Ouais, complètement. Super. Ton conseil pour un étudiant auto-entrepreneur? Rêve encore. Ah yes. ouais, important de rêver et de concrétiser. Merci beaucoup. De rien, merci à vous. Maintenant, je te présente un autre étudiant entrepreneur. Allez, c'est parti. Alors lui, tu vas me dire, ok, il est étudiant entrepreneur, mais il n'a pas d'entreprise, mais c'est une forme un peu différente d'entrepreneuriat, mais avec un super beau projet. Donc, il va se présenter, mais il s'appelle Alban. Bonjour Alban. Bonjour. Enchanté. Explique-nous un peu. Alors donc moi j'ai créé une association. Donc on est loin des entreprises. Enfin c'est une démarche complètement différente. Donc cette association s'appelle l'Agirel. C'est une association qui est dédiée à la préservation des milieux marins méditerranéens et qui a actuellement 2 pôles d'action, ce qui n'était pas le cas à l'époque où j'ai commencé avec Pépite d'ailleurs. On a un pôle scientifique. On fait des suivis pour mieux connaître la biodiversité du littoral, parce qu'il y a beaucoup d'espèces en fait, qui viennent s'échouer sur les plages et qui sont peu, voire pas du tout recensées en mer. Donc c'est vraiment un apport pour mieux connaître la biodiversité qui borde les côtes corses. Ensuite, on a une autre étude, c'est un programme qui s'appelle Sepia. Donc Sepia en Corse, ça veut dire la seiche. Et donc là, l'idée, c'est d'étudier la reproduction des seiches. Voilà. Savoir que en Corse, il y a 3 espèces. Il y a la seiche commune, la seiche rose et la seiche élégante. Et après la reproduction, les seiches meurent. Et donc leurs os ensuite viennent s'échouer sur les plages. Voilà. Donc les périodes où vous voyez des os s'échouer massivement sur les plages, c'est que là, c'est la période de reproduction des seiches. Voilà. Et donc nous, à partir de ces données, on peut savoir quelles sont les périodes de reproduction de ces espèces. On peut essayer de comprendre les mécanismes de reproduction, parce qu'on on analyse les os, on regarde toutes les caractéristiques qui sont présentes dessus. Voilà. Ensuite, on a une 3e étude qui est sur les blooms phytoplanctoniques. Bon, alors c'est très, c'est très spécifique, hein, vraiment. Essaye si tu arrives à vulgariser au maximum pour être sûr que tout le monde comprenne. C'est génial. Il n'y a pas de problème. Voilà. Alors le phytoplancton, c'est quoi ? C'est des micro-organismes végétaux qui se déplacent au gré des courants. Voilà. Donc très souvent de couleur verte parce qu'ils font la photosynthèse comme la plupart des végétaux. Et on appelle ça bloom, pourquoi ? Parce que c'est des périodes pendant lesquelles il y a une explosion de vie. Voilà. En fonction des paramètres environnementaux, le phytoplancton va pouvoir se développer de manière très très importante. Et ça, c'est super intéressant parce que le phytoplancton a 2 rôles vraiment très très importants pour la vie sur Terre. On n'est même pas que dans les océans, on est sur Terre. Il y a un qui est tout simplement le rôle alimentaire, parce que le phytoplancton est à la base de la chaîne alimentaire. C'est le plancton qui va ensuite être mangé par des poissons, par des dauphins, etc. Et un autre rôle, c'est l'oxygénation. Il faut savoir que le phytoplancton produit plus de la moitié de l'oxygène qui est présent sur Terre. Voilà. Donc ce que l'on étudie, c'est vital pour nous. Complètement, voilà. Oui, c'est ce que j'en comprends. Okay. Et donc tout ça, c'est pour la partie scientifique. Et puis pour la partie sensibilisation, on fait découvrir aussi le milieu marin, comme je le fais un peu maintenant. Et aussi les métiers de la mer. L'idée, c'est d'aider les jeunes à s'orienter. Et on travaille, par exemple, avec la PJJ. C'est la protection judiciaire de la jeunesse. Et ça fait particulièrement sens parce que c'est des jeunes qui sont mineurs et qui malheureusement, malgré leur jeune âge, ont déjà des problèmes avec la justice. Donc très souvent, il y a un cadre familial qui est compliqué, et je parle même pas de l'orientation qui est quasiment inexistante, quoi. Et donc nous, on leur donne... alors notre thématique, c'est la mer, donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais déjà on leur présente les métiers de la mer et c'est des billes qui pourront les aider pour plus tard. Qu'est-ce que tu appelles métier de la mer ? Alors les métiers de la mer, il y en existe beaucoup. Ça peut être moniteur de plongée. Pour cet exemple, par exemple, on peut passer les niveaux de plongée en Corse, puis travailler en Corse. Ça peut être aquaculteur. Ça, c'est des études qui peuvent se faire, par exemple, sur le continent.
Mais en Corse, on a plusieurs aquacultures sur lesquelles ces jeunes peuvent travailler. Ça peut être pêcheur, par exemple. Et c'est vrai que en Corse, on a l'avantage, bon déjà on est sur une île, donc on est bordé par la mer, et on a l'avantage d'avoir quand même plusieurs structures qui permettent un accès aux formations dans ces domaines-là. Typiquement, à Corté, il y a un master sur la mer que j'ai fait. Il y a le lycée maritime à Bastia. Pour se former à la plongée, il y a des clubs de plongée tout autour de la Corse. Enfin, voilà. Et je dirais même pour les formations qui ne sont pas réalisables en Corse, ça demande de partir peut-être quelques années sur le continent, mais ensuite on peut travailler sur le territoire dans ce domaine. Donc voilà. Complètement. Incroyable. Ok. Et du coup, tu as monté cette association tout seul ? Oui, en quelque sorte. Alors, j'étais à l'initiative du projet. Pour refaire un peu l'historique, initialement, c'était un journal écologique de la Méditerranée. Ok. Qui était tenu par toi ? On était 3. En fait, on était 3. Moi, j'avais envie de m'engager plus en fait pour le milieu marin. C'est une passion, ça, j'adore ça, et j'avais envie de faire quelque chose. Et donc à l'époque, moi j'étais étudiant à Corté, mais j'étais en stage à Chypre. Donc je n'étais pas présent physiquement pour faire des actions. Donc le point d'entrée, ça a été de créer justement un média qui nous a permis de commencer à mieux connaître certaines thématiques que l'on connaissait un peu moins, et à vulgariser tout simplement ces sujets-là. Donc au tout début, on a commencé avec des sujets comme il y avait la biodiversité en Méditerranée, tout simplement, l'impact de la crème solaire, les espèces invasives, etc. Et donc au tout début, il y avait Yelena et Nicolas, qui eux étaient en Corse, donc moi j'étais loin et étaient encore ici. Et puis ensuite, je suis rentré du coup en Corse après ce stage. Et c'est là que du coup j'ai rejoint Pépite et que le projet a pris une structure associative avec des actions de terrain concrètes. Quoi. Ok, voilà. Donc t'arrivais à faire depuis Chypre, monter ton projet, et au final en revenant tu concrétises l'association. Complètement. Ok, voilà. Alors, tout seul. En quelque sorte. En fait, il y a toujours des personnes, mais disons que j'étais entre guillemets le moteur, quoi. Ouais. Voilà. Ok. Mais c'est un sacré challenge parce que monter une association, on le sait avec Audrey, c'est quand même un challenge assez grand. Parce que comparé à une entreprise, les fonds, ils sont plus compliqués à aller chercher. Complètement. Comment tu... Alors, les fonds sont... Tu es subventionné, comment tu as monté tout ce projet pour qu'il soit viable aujourd'hui ? Alors, les fonds sont pas... ça dépend. En fait, c'est très variable parce que dans l'associatif, il y a plus de possibilités de financement. Il y a le mécénat, il y a les subventions, il y a les concours d'ailleurs auxquels j'ai participé par le passé, il y a les dons. Il y a quand même vraiment une variété de financement qu'il n'y a pas forcément dans l'entreprise, quoi. Et donc on est passé par ça en fait, les concours, du mécénat, c'est principalement ça qui a financé le projet. Et puis ensuite effectivement, en fait, moi initialement je savais pas vraiment si ça allait être une asso ou une entreprise. J'avais à peu près une idée de ce que je voulais faire, mais je savais pas quel statut prendre pour ce projet. Et du coup quand je suis entré à Pépite, j'étais encore en hésitation sur ce que ça allait mener. Mais l'intérêt de l'associatif, en fait, c'est qu'il y a beaucoup plus de liberté. C'est qu'on n'est pas... en fait, c'est une approche qui est complètement différente de l'entreprise. On n'est pas... ce qui nous fait vibrer, en fait, c'est pas de chercher à gagner sa vie, entre guillemets, parce que moi j'ai un travail à côté, je suis bénévole de cette association. Oui, on ne fait pas de bénéfices avec... c'est possible. C'est pas l'objectif. Ça peut, après... Je pense qu'à un moment donné, il faut que ça se professionnalise, qu'il y ait des salariés pour que ça tienne sur du long terme. Bien sûr, oui. Mais avant tout, c'est animé par... Il y a un intérêt général quand même. Exactement. C'est animé par la volonté d'avoir un impact sur la société, quoi. Et c'est ce qui est bien, c'est qu'on a une liberté qui nous permet de mener pas mal d'actions différentes et d'essayer d'avoir le plus d'impact possible. Et dans un premier temps, ne pas avoir à réfléchir à est-ce que c'est rentable ou non. Non, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que ça sert à quelque chose, quoi. C'est ça. Voilà. Complètement. Ok, incroyable. Et du coup, aujourd'hui, tu en es où ? Donc aujourd'hui, ça s'est structuré justement avec ces différents projets, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. Et on a eu notre première stagiaire, par exemple, en avril,
qui a permis justement de commencer à faire, à avancer certains projets en particulier. Là, on a 2 groupes d'étudiants au projet tutoré qui sont au sein de l'association. Donc, c'est toujours connecté en fait au master que j'ai fait il y a quelques années de ça. Et puis, l'idée, évidemment, à terme, c'est de se professionnaliser en ayant des salariés. Donc, c'est pas, moi, j'envisage pas de l'être salarié, mais de rester président, de regarder de coordonner toujours ce qui se passe dans l'association, mais sans y être vraiment dans le C'est quoi ton objectif du coup ? Personnellement ? Ah oui. Moi j'ai d'autres projets entrepreneuriaux en plus de ça. Et d'ailleurs c'est bien parce que l'asso ça a permis aussi de se former un peu à tout ça et puis de se faire un sacré réseau quand même sur le territoire. Complètement, parce que je repense juste à l'oral d'entrée dans le pôle Pépite. Il y a une 20aine de personnes. Et quand on fait cette toile, on n'a aucune idée en fait de qui est en face de nous. Et après coup, c'est hyper déstabilisant. On se rend compte qu'en fait, c'est toutes les personnes qui gravitent autour du monde entrepreneurial de Corse. Donc, je pense que je me suis pas loupé, donc ça va. C'est ça. Et ça aussi, tu sais qu'en fait, on est vraiment une exception sur le territoire français. Enfin, si tu compares les autres pépites, ils ont du mal à rassembler au moment où les étudiants viennent candidater pour un panel énorme de l'entrepreneuriat. En Corse, ils sont toujours présents. C'est un nouveau membre de la famille, quoi. Ouais, mais en fait, on fait vraiment des comités de sélection où il y a, je sais pas, à chaque fois entre 20 et 25 personnes qui sont là énorme. Et qui viennent toujours parce qu'ils disent, mais au moins, je sais ce qu'il fait, je sais où il est, je connais son projet. Et du coup, ça sera peut-être pas demain, mais au moins dans 6 mois, je sais que je pourrais lui donner un coup de main pour le faire. Et ça, c'est énorme pour nous, vraiment. Oui, l'objectif n'étant pas de juger qui rentre, mais plus de se dire comment on pourra collaborer ensemble. Pas du tout, et d'ailleurs, les comités de sélection, ils peuvent en témoigner. Hein. L'idée, c'est certainement pas de dire ton projet, on y croit ou on n'y croit pas. Enfin, nous, on se dit toujours, à l'époque, sur Facebook, on n'aurait pas mis 1 euro. Et pourtant, quoi. Donc, c'est plutôt la volonté ou l'envie de l'étudiant qu'on questionne un peu, mais c'est vraiment extrêmement rare. Je crois qu'en 10 ans, on a dû en refuser 3. Donc c'est rien du tout. Et puis même si ils commencent chez nous, l'idée c'est qu'en fait tous les partenaires autour de Pépite les accompagnent même plus tard. Vraiment, c'est vraiment ça l'idée de Pépite, quoi. Parce que du coup, on recroise ces personnes un peu partout après. C'est assez heureux. Mais c'est facile parce qu'ils savent déjà qui ils sont. Et du coup, t'as déjà passé des étapes énormes quand en fait on sait qui tu es et on sait ce que tu fais. Ouais, ça change tout. Ok, mais trop bien. Du coup, question pour un étudiant qui demain souhaite intégrer Pépite. Quelles sont les chances qu'il peut mettre de son côté pour justement ne pas faire partie de ces refusés, même s'ils sont peu nombreux? Franchement, il vient nous voir, on en discute, et même si l'idée, en fait, c'est vraiment pas d'accompagner un étudiant qui a une idée complètement faite, dont l'entreprise est finalisée. Hein. C'est pas ça, Pépite. Hein. Pépite, c'est vraiment... je me pose la question je me dis pourquoi pas, ça me titille, est-ce que vous seriez là pour m'accompagner? C'est ça, Pépite. Donc en fait, on accompagne des étudiants ou des anciens étudiants, parce qu'en fait, on les récupère même après, plus tard, quand ils en ont envie, juste parce qu'ils ont envie et qu'on est là pour les aider. Et l'idée, c'est vraiment qu'on soit cette espèce de couteau suisse à ce moment-là, j'ai besoin d'être aidé sur ça, j'ai besoin de rencontrer telle personne. C'est aussi, la Corse, c'est tout petit, mais c'est aussi difficile d'avoir les bons interlocuteurs. Savoir à quel moment l'ADEC peut nous aider, savoir à quel moment une banque peut nous aider, comment j'arrive à monter un dossier bancaire. Et c'est pour ça qu'au comité de sélection, on a tous ces gens-là autour de la table. C'est l'accès à l'information, limite. Complètement. Complètement. Ok. Et un étudiant qui n'a pas forcément de projet, mais qui veut entreprendre, tout est ouvert. Bah oui, complètement. Vraiment. Sur l'idée de l'esprit d'entreprendre, quoi. Ouais. Ok, génial. Un conseil à donner ? Un conseil... question piège. Oui, persévérer, un classique, mais persévérer, parce que... Et d'ailleurs, Pépite, je trouve, facilite les choses dans le sens où ça donne un cadre quand même. Quand on démarre, ça donne un cadre et c'est très rassurant. Mais dans tous les cas, dès qu'on entreprend, on prend des risques et on est jugé. Voilà. Ça c'est tout le temps. Et donc, il faut juste persévérer. Et puis, c'est vrai que parfois, il peut y avoir des jugements, entre guillemets, qui sont fondés. Mais en fait, ce que les gens qui le font ne se rendent pas compte que le projet, il est au début.
Et qu'en fait, toi, tu fais ton projet, mais tu es encore en train d'apprendre, de comprendre certaines choses, et tu as conscience même de certains trucs où tu dis, là... Ça va s'améliorer quoi qu'il arrive. C'est ça. Et donc, effectivement, juste se sentir légitime et persévérer. Et croire en soi et en son projet. Quoi. Et je pense qu'effectivement, une structure comme Pépite le permet, parce que déjà, ne serait-ce que d'être accepté et de faire l'oral d'entrée devant tous ces professionnels, c'est déjà un sacré challenge. Quoi. Parce que clairement. Je pense que je me dis pas de Si conneries. t'es un peu introverti, déjà, c'est le challenge. Je pense que je dis pas trop de conneries. La plupart des jeunes qui arrivent, ils ont jamais présenté leur projet devant personne, quoi. Ou alors la famille, les amis qui sont pas du tout objectifs. Donc et encore. Des fois, justement, ou très dur. c'est pas présenté ni à la famille ni aux amis, c'est les tout premiers interlocuteurs. C'est des professionnels. Et donc, c'est un sacré test. Et ne serait-ce que d'être accepté, déjà, on se dit, on croit un minimum en moi pour que je sois pris. Et puis après, une autre chance que moi j'avais eue, c'est d'être lauréat, par exemple, de Premio et du prix Pépite. Et ça réconforte aussi beaucoup, parce que c'est non seulement ton projet, il est bien, mais en plus ça, on croit suffisamment en ton projet pour y mettre de l'argent quand même. Et c'est une étape encore au-dessus. Et moi, typiquement, avant ça, j'avais jamais participé à des concours. Alors, j'avais déjà une expérience associative par le passé, mais j'avais jamais entrepris ce genre de choses. Donc, en fait, petit à petit, ça t'immerge dans le domaine, que ce soit d'ailleurs pour une asso ou toutes les autres entreprises, c'est pareil, quoi. Génial. Voilà. Donc, le conseil, effectivement, c'est persévérer. Et puis, on a une idée de base, on a quelque chose qui nous intéresse, mais c'est pas En fait, c'est un chemin qui est sinueux. Il faut être prêt aussi à s'adapter. Faut pas trop se braquer sur un projet, sur une idée. On rencontre des gens, on prend des idées, on voit les opportunités qu'il y a sur le territoire. Et ça, c'est super important de comprendre les opportunités qu'il y a sur le territoire pour en vivre, quoi, derrière. Et puis même répondre à des besoins, tout simplement. Oui, c'est ça. Ou en créer, mais en tout cas, qu'il y en ait, quoi. Ouais. Ok, mais incroyable. Merci beaucoup pour tous ces partages. On espère que l'association va grandir, que ça va faire un peu plus de bruit quand même, qu'on puisse en apprendre davantage sur tout ça. Merci Alexandra. Merci à vous. Un petit mot de la fin ? Alors, on va dire que le prochain podcast, on aura des filles. Hein ? Parce J'allais te demander. Voilà. Mais bon, regarde, tu vois, là, on a beaucoup de filles. Mais là, écoute, c'était l'occasion, parce qu'on les voit pas beaucoup, et du coup, de pouvoir avoir leur témoignage. On prendra un temps pour aller à leur rencontre. C'est ça. Et moi, j'ai envie de dire, venez nous voir. Si vous avez envie, on est là, on sera là. Il y aura toujours quelqu'un. On ne sait pas si on sera nous encore là dans 10 ans, mais en tout cas, Pépite sera là, ça, j'en suis certaine. Incroyable. Merci beaucoup à vous. Merci pour votre exemple pour eux. Et j'espère à très vite. Merci beaucoup.